Je me présente, je m'appelle Suzanne Husky, je suis artiste, mais je suis formée en paysagisme et en agroécologie. Et c'est important dans le sens où c'est ce que j'ai pratiqué pendant pas mal de temps. C'est ce qui m'a conduit vers cette histoire de castor. Peut-être un conte pour commencer, d'Amérique du Nord. Autrefois, les animaux, ils étaient très grands. Et c'était un peu une erreur. Nana Bozo, il avait fabriqué tous les animaux, mais il les avait fait trop grands. Donc il réajustait, donc il fait plus grand, plus petit. Et puis finalement, il réduit, et ça va beaucoup mieux. Et en fait, tous les animaux ont accepté leur nouvelle taille, qui était plus convenable les uns par rapport aux autres, sauf un, qui était vraiment en colère et qui a continué à faire des ouvrages très grands parce qu'il aurait préféré rester géant. Et c'est le castor. Et c'est la fin de l'histoire. Et ça, c'est un conte qui se raconte à l'est des États-Unis. Et je vous montrerai pourquoi tout à l'heure. Et la vérité, c'est que il y avait un castor géant. Il y a eu un castor géant qui était plus gros qu'un ours, qui a disparu il y a à peu près 10 000 ans. Et bien sûr, il y a des fossiles qui ont été retrouvés, mais il y a certains des peuples premiers qui avaient gardé des incisives de ces dents et qui les portaient et qui avaient été passées comme ça de génération en génération comme preuve de cette antériorité. Donc ils n'ont pas eu besoin de cuvier pour découvrir qu'il y avait eu des espèces qui avaient disparu, et eux, ils le savaient, ou alors ils pensaient que peut-être ils allaient recroiser un de ces castors géants. Et alors, juste pour vous contextualiser comment je suis arrivée dans cette histoire, je faisais une recherche sur ce qui se passe pour de vrai dans les contes. Et par exemple, pourquoi ma mère Loi ? Pourquoi est-ce que la cigogne amène le bébé ? Pourquoi est-ce que les trois petits cochons, il y a une ascension sociale un petit peu liée aux trois petits cochons à l'intérieur du conte ? Pourquoi c'est quoi l'ermite ? C'est quoi la figure de l'ermite ? Et comment est-ce qu'il parle d'un paysage dans le temps, en fait. Et donc c'est des podcasts. C'est une recherche j'ai eu des fonds en tant qu'artiste pour faire cette recherche. Et donc à chaque fois j'ai un invité. Et avec lequel on parle de ça. Par exemple, pour les cochons, c'était une médiéviste spécialisée sur les os de cochons dans tout le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, donc c'est 1000 ans, voilà, c'était fascinant. Et donc, en cherchant, je tombe sur le castor, et le castor, dans la mythologie amérindienne, il est créateur de monde. Il fait des lacs, il fait des îles, comme il fait des barrages immenses au moment où les barrages sont cassés dans une dispute avec Nana Bozo notamment. Comme tout le sédiment s'en va, ça crée des continents. Enfin, il est un élément important. Et sachant que les castors étaient dans tout l'hémisphère nord. La question c'était pourquoi est-ce que pour nos ancêtres, pourquoi est-ce que nous on n'a pas de mythologie castor ? Parce qu'on a un castor, il y a 2 castors, il ne reste plus que 2 castors, il y en a eu plus avant. Il y a le castor canadensis qui est en Amérique du Nord, et le castor fiber qui est le castor eurasien, donc Asie-Europe. Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas de contes, quoi ? Où est-ce qu'ils sont ? Et sachant qu'on en a un. Depuis Pline l'Ancien, on a un conte un peu étrange d'un chasseur qui chasse un castor. Le castor se castre et jette ses testicules au chasseur et survit. Voilà, c'est ça qu'on se trimballe depuis un petit moment. Mais comme le castor est une espèce, donc clé de voûte, peut-être que c'est un conte clé de voûte aussi. Alors, la lecture facile de ce conte, c'est que le castoreum, vous savez sûrement, le castor, il a été tué pour son castoreum. Il a des glandes anales à l'intérieur de son corps qui étaient utilisées de manière médicinale. Donc, s'il est végétarien, il mange surtout du saule. Le saule, on sait que c'est de l'aspirine, voilà. Et donc, l'intuition des historiens, c'est que ce castoreum, il y avait des côtes différentes
Donc un castoreum qui venait de telle région était de meilleure qualité qu'un castoreum qui venait d'une autre région. Donc c'était quelque chose d'une grande valeur parce qu'on a trouvé le castoreum dans des textes en Turquie qui venaient peut-être d'ici. Donc l'intuition, c'est que c'était une denrée assez précieuse qui a voyagé pendant quelques millénaires sûrement. Et alors, où est-ce qu'il est, le castor? Où est-ce qu'il est chez nous? Où est-ce qu'il se cache? Et en fait, il est partout, parce qu'il est dans les hydronymes. Il est dans les noms des cours d'eau. Et en fait, et en France et en Europe, il est partout. Partout, on a des cours d'eau qui ont des noms de castors. Et c'est le bièvre, le beuve, beuvret, beuvron, beaver. Tout ça, ça vient de beaver et beaver. Et on avait même peut-être une castor, Bibracte. Alors ça, il y a quelques occurrences qui est pas très loin d'ici d'ailleurs, qui est Bibracte, qui est sur le mont Beuvron, ou Beuvray, je sais plus. Et il y avait même une ville un peu plus au nord qui s'appelait Bébrix, et un roi qui s'appelait Bébrix, le père de Pyrénées, et il y avait peut-être un peuple, les Bébris, il y a des traces d'un peuple qui s'appelait les Bébris, qui serait dans les Pyrénées aussi, qui sont tous des endroits où le castor serait très bien s'il était encore là. Pour revenir en Europe un petit peu, et après on repartira, il y a une archéologue spécialiste des marécages qui s'appelle Briony Cole. Briony et John Cole, qui étaient en Angleterre spécialistes des marécages. Et l'avantage de la recherche archéologique en marécage, c'est que les tourbières, ça conserve très très bien les choses, à cause de l'acidité, je crois. Et du coup, ils peuvent trouver des corps entiers. Et par contre, quand ils font la recherche, c'est un petit peu comme ça, où c'est très délicat, ils avancent progressivement, Et en fait, en tant qu'archéologue, ils essaient de comprendre quels outils ont été utilisés par nos ancêtres pour fabriquer des choses. Et en fait, il y a cet outil qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Et puis un jour, ils se séparent. Briony, elle va à une convention, c'est peut-être un peu avant les années 2000, et elle va à une convention de vieux bois avec ces objets pour le présenter, pour dire bon ben ça on sait pas ce que c'est. Et pendant ce temps, lui, il va au Canada pour faire une recherche. Et en fait, à la fin de sa conférence, il y a un archéologue sibérien qui vient et qui lui dit en fait ça c'est du castor. c'est un castor qui est l'outil que vous cherchez. Et en fait, à ce moment-là, lui, il est au Canada, il se rend compte de la même chose, au même moment, et ils s'aperçoivent tous les deux que, en fait, ils ont fait toute leur branche d'archéologie est en train de faire de la recherche sans avoir pris en compte l'habitant principal de ces zones humides, en fait. Et en fait, ils comprennent que les humains vivaient à côté des castors. Alors oui, voilà. Donc ça c'est le genre de vestiges qu'ils trouvent dans les zones humides. Donc les premières routes, elles sont dans les marais pour traverser les marais, parce qu'il y avait des zones humides partout. On met du bois. Tiens, tu peux avancer encore s'il te plaît. Voilà ce qu'ils imaginent comme maison. Ce que je trouve intéressant, et c'est la raison pour laquelle je vous montre cette espèce de spéculation de formes d'habitat, il y a des vestiges, parce qu'on trouve souvent les fondations d'un habitat, mais pas forcément les formes entières. C'est, d'une part, on vivait dans les marais, mais d'autre part, on imitait potentiellement le castor. Je pense que les archéologues, peut-être qu'ils peuvent pas le dire, mais moi je suis pas archéologue. Et donc voilà, ça ressemble à ça. Ah oui, alors ça c'est un petit détour. Ça c'est une des plus anciennes sculptures en bois retrouvées dans une tourbière en Sibérie, l'idole de Sigir. Et pareil, maintenant on sait que ça a été sculpté avec des dents de castor, si tu veux bien avancer. Voilà, avec un outil qui devait ressembler à ça, peut-être avec du cuir. Sûrement avec du cuir et pas de la ficelle de supermarché. Et
Ouais, alors ça c'est une petite parenthèse, mais qui est quand même importante. Donc ça c'est un décor qu'ils ont trouvé en tourbière. Donc tous les os ont fondu, mais par contre l'intestin de cet homme, ils ont pu analyser, et ça a été beaucoup analysé, les derniers repas de ces personnes qui ont soit été sacrifiées, soit on ne sait pas trop comment ils se retrouvent là, parce que de la même manière qu'on va retrouver des voitures et des vélos dans les rivières, il y a eu qu'on a jeté des choses dans les rivières pour les faire disparaître. Peut-être qu'il y a des sacrifices ou une personne qu'on tuait, on la faisait disparaître aussi dans la zone humide. Enfin, on ne sait pas trop, mais il y a beaucoup de questions par rapport aux corps qui ont été retrouvés dans ces contextes. Et donc le dernier repas de cet homme a été analysé et il y a une 50aine de plantes en fait. Et ce qui est assez fou là-dedans, c'est que si vous arrivez à compter le nombre de plantes que vous avez mangées cette semaine, vous n'allez pas arriver à 50. Et peut-être que même si vous comptez toute l'année, vous n'allez pas arriver à 50. Et en fait, une zone humide en bonne santé, il y a tellement de diversité végétale et tellement de choses qui sont comestibles pour nous que c'est assez fou. Tu peux avancer. Alors ça, je le mets juste pour m'aider à me souvenir de l'utilité de vivre à côté d'une zone humide de castor. Donc les petits bois qui ont été écorcés, ils peuvent servir à faire du feu. Les barrages, ils servent de pont forcément pour traverser tous ces petits cours d'eau. Alors les castors, ils broutent des espèces qui bénéficient en fait du broutage en fait. Un saule qui est trogné, qui est coupé, il va créer encore plus de biomasse. Et alors cette expression, le castor a appris au saumon à sauter, donc c'est une expression native américaine, parce que l'argument des pêcheurs, ça va être les castors, ils empêchent les poissons de passer. Mais non, bien sûr que non, il y a eu des coévolutions et le saumon s'est très bien passé un barrage de castor, sachant que les barrages de castor européens et américains sont un petit peu différents, mais que les saumons endémiques arrivent à passer, alors que et là-bas, et voilà. Et par contre, les saumons d'élevage au large du Pacifique n'arrivent pas à remonter ce que le saumon endémique arrive à remonter, parce que c'est pas la même variété. Et alors Brionicoles, alors là je mets un petit moulin parce que apparemment on peut spéculer que les moulins aient été placés aux endroits où les barrages de castors étaient, parce que quand les castors reviennent, ils se mettent à côté des moulins. Et il y a des chances qu'on ait observé de la même manière et qu'on se soit placé à ces endroits qui sont les meilleurs endroits. Alors, par rapport au temps de l'eau, dans la recherche de Brioni, donc Brioni et John Cole, ils sont obligés pendant 7 ans, ils arrêtent l'archéologie et ils sont obligés d'étudier le castor pendant 7 ans avant de pouvoir revenir à l'archéologie et pouvoir complexifier leur regard, en fait. Et ils ont été instrumentaux à ramener le castor en Angleterre, parce qu'ils ont prouvé son endémicité, ils ont trouvé des lacs qui avaient été créés par des castors et voilà. Mais maintenant le castor est réintroduit et quand j'ai fait un entretien avec Brioni, elle me disait qu'elle avait marché dans un parc où il y avait une maman castor et son petit qui était à côté de gens en train de pique-niquer. Donc et ça s'est fait en 20 ans en fait. Donc ça peut revenir vite. Et donc dans sa recherche, elle cite quelque chose qui est à mon sens assez vertigineux. Elle trouve une étude qui compare la vitesse de l'eau. Et donc l'étude, c'est sur un cours d'eau qui fait 2,5 km. Et sans castor, donc des cours d'eau qui ont à peu près le même débit, sans castor, l'eau passe en 4 heures. Avec un mauvais barrage de castor, l'eau passe en 11 jours. Et avec un bon barrage de castor, on passe à 19 jours. Et là, on est juste sur 2,5 km. Donc, on peut imaginer à l'échelle de tout un paysage. Voilà. Et donc, voilà. Donc, l'eau va maintenant tellement plus vite qu'elle allait il n'y a pas si longtemps. Bon, il y a d'autres éléments, mais voilà. Bon, peut-être qu'on... Ah oui, alors le Loch Ness. Donc moi, j'aime bien cette petite anecdote parce que elle fait le lien
Donc l'espèce disparaît. Pourquoi en Europe il disparaît? Ça dépend où, assez tôt, parce que il est délicieux, même pour les humains. Les prêtres ont décidé qu'on pouvait le manger le vendredi parce qu'il a une queue écaillée et qui a apparemment un goût de poisson aussi. Donc il est vraiment un espèce d'hybride aussi, très étrange. Et ce qu'il a achevé, c'est les chapeaux. La chasse à la fourrure, la mode des chapeaux. Le chapeau de Napoléon, c'est un chapeau de feutre de castor parce que c'est imperméable. Un castor, une fourrure de castor, il y a, je crois, c'est 22 000 poils sur 1 cm², donc c'est incroyablement dense. Et donc, elle spécule que les gens l'ont chassé, donc il y a une mémoire. Enfin, c'est déjà la mémoire d'une espèce qui disparaît en fait, parce que les gens se souviennent qu'il y a un animal qui fait des gros ouvrages, qui est moitié poisson, qui a des palmes, qui a de la fourrure et qui a des dents, qui coupe des arbres. Donc, et au fur et à mesure, elle spécule qu'au fur et à mesure des générations, on se souvient qu'il y a quelque chose d'assez monstrueux, mais même dans le mot monstre, il y a cette hybridité potentielle. Enfin, elle se sert d'un mot anglais spécifique qui porte potentiellement cette hybridité. Et qu'au fur et à mesure, on ne sait plus, mais on sait qu'il y a eu un truc monstrueux, très étrange, qui vivait dans le lac là-bas et qui sortait la nuit. Et voilà. Et donc elle met une question à cet endroit-là. Voilà. Et après, bon, on a un saint castor ici. Et il a son miracle, c'est un jour il se met à pleuvoir et ils sont tous dehors et Saint Castor réussit à ramener tout le monde à la maison sans que personne soit mouillé. L'imperméabilité, c'est la spécificité du castor. On peut imaginer que c'est un de ces saints qui a été récupéré du paganisme, d'une spiritualité du castor avant. Bon, on ne sait pas. Bon, il y a d'autres miracles. Alors, ça, c'est une conjecture de mon ami Hervé Coffès qui aurait aimé être là, et lui qui dit que le castor libère de ses chaînes. Et lui il me dit, bien sûr, un castor ça coupe les chaînes, forcément ça libère les chaînes, et il y a eu un glissement de mots entre chaîne et chaîne. Bon, on ne sait pas. Et le troisième miracle, je m'en souviens plus. Alors ça, j'ai juste mis parce que j'accuse un petit peu les artistes d'être responsables de cette vision de la rivière malade en fait. Ce qu'on imagine quand on imagine un cours d'eau, c'est très souvent un cours d'eau malade avec des berges bien propres qui circulent très, très bien et très vite et surtout sans embâcle. Et je pense que pour les artistes, en fait, c'est beaucoup plus facile à dessiner que le bordel que peuvent foutre des familles de castors. Donc ça, c'est une peinture que j'ai altérée en remettant des barrages de castors. Mais bon, il n'y a pas ce bordel. Donc, tiens. Voilà, alors, pour revenir au contexte états-unien, donc à l'est du 11e méridien, il pleut. À l'ouest, il pleut beaucoup moins. Alors, pour revenir un petit peu en arrière, l'histoire de la colonisation, c'est quand on pense colonisation, bien sûr, on pense culture de sucre et on pense à toutes ces esclavages et tout ça. Mais en fait, la première fortune, c'est la fourrure, quoi, la chasse à la fourrure. Et en fait, les villes de New York et Montréal, c'est des comptoirs de vente de fourrure de castor. Fourrure de castor, c'est beaucoup plus rentable, ça coûte beaucoup plus cher que une hermine ou quelque chose, parce que c'est grand en fait. Un castor, c'est juste beaucoup plus grand et on a beaucoup plus de fourrure et c'est imperméable, etc., etc. Et donc ces villes se sont vraiment forgées sur ces empires de castors. Vous connaissez peut-être le lac de Hudson ou la baie de Hudson ou la rivière de Hudson. Hudson, c'était un chasseur un marchand de fourrure de castor. Et donc cette carte, donc la Louisiane, elle a été vendue. Les Français ont vendu la Louisiane aux Américains en 1803. Les premières personnes qui ont fait cette traversée, en fait, tous leurs écrits, elles racontent que même si on est du côté sec des États-Unis, c'est de la zone humide, en fait. Ils sont dans l'eau, des fois ils sont dans l'eau pendant des jours et des jours.
ils sont trempés, ils savent pas où dormir, toutes leurs caisses sont trempées, etc., etc. Donc là, le tracé rouge, c'est le tracé de Lewis et Clark. Donc eux, c'est très écrit, c'est très structuré enfin, tout est écrit et ils sont tout le temps trempés, sachant que la Louisiane, quand elle a été achetée, ils savaient qu'il y avait plein de castors. Enfin, le fait qu'il y ait du castor dans cette zone a aussi contribué à l'achat de la Louisiane. Et en 1840, il n'y en avait plus. Ils avaient tout tué et la mode des chapeaux de castor, elle s'est terminée à ce moment-là, il n'y en avait plus en fait. Et en fait, ce qui s'est passé, les cartes d'ici, alors ici c'est le Dust Bowl. Alors, comment ça se passe? On avance, tue les castors, et on draine. C'est 1800, c'est même en France, on commence à Napoléon il draine, Napoléon III il draine, on commence à tout drainer. On assèche parce qu'il y avait trop de zones humides, trop de marées, on draine tout. Et aux États-Unis, c'est pareil, c'est les esclaves qui le font. Ici, c'est les prisonniers espagnols. Enfin, c'est un peu, il y a plein de monde qui sont mis, les bagnards aussi, ils sont mis à contribution. Et on commence à drainer. Et en fait, on s'est pas arrêté encore à drainer. On continue à drainer, on draine. Excusez-moi, c'est un peu mélangé. Ça, c'est en France. 1833, donc c'est une image que j'ai empruntée aussi à un hydrologue qui a fait une conférence sur l'histoire du rapport au cours d'eau en France. Et en France, on a un rapport, on a vraiment une culture du propre, autant dans le champ que dans la rivière, en fait. Et là, ils sont en train d'enlever un arbre mort de la rivière, un embâcle, en fait. Alors que l'embâcle, de la même manière que le barrage de castor, c'est là où va pouvoir se placer la biodiversité. En fait, c'est dans ces eaux ralenties que les bébés poissons vont pouvoir vivre, que les amphibiens vont pouvoir vivre, que les insectes, enfin, tous vont pouvoir pondre, etc., etc. Mais nous, on a vraiment une culture du propre et voilà. Et ça le prouve. Donc, on a vraiment quelque chose à déconstruire à ce niveau. Alors oui, alors encore ici, le recalibrage, donc c'est ce qu'on fait encore, toujours un cours d'eau qui est sinueux, on l'aligne pour pouvoir cultiver, quoi. Donc dans cette recherche de mythologie, je me rends compte que dans l'État de Washington et de Oregon, en fait, le castor, il est souvent en bas du totem. C'est lui en bas. Et au-dessus de lui, il y a l'oiseau migrateur et en haut, l'humain. Et en fait, il est en bas parce que c'est lui qui tient le monde, en fait. Il amène l'eau, il amène la vie et sans lui, il n'y a pas de vie. Et en fait, du côté où il pleut beaucoup moins, dans la carte états-unienne, le castor, il est consommé, il est chassé, il fait partie de l'alimentation des peuples premiers. Mais dans d'autres parties, il est parfois sacré, jamais mangé, et il est compris en fait ils comprennent très bien que s'ils tuent le castor, ils n'auront plus de zone humide, et s'il n'y a plus de zone humide, il n'y a plus rien à manger, il n'y a plus rien à boire, etc., etc. Alors oui, alors là, je reviens à la restauration de cours d'eau, comme je vous montrais tout à l'heure, mais juste pour vous montrer ici, donc là, c'est un autre feu, un autre endroit en Californie, et le feu, il s'arrête autour de la zone du castor. Là où est le castor, en fait, c'est là où les animaux vont venir se réfugier, parce que c'est l'endroit humide. Mais tu peux avancer, sachant que là, c'est très endommagé, tu peux avancer encore. Ouais. Ouais, encore. Ça, c'est une autre manière de restaurer et juste pour vous contextualiser. Donc ça, c'est pas une tourbière, c'est une prairie comme ça en haute altitude. Et ce type de restauration, ça se passe partout dans les têtes de bassin versant, en fait, dans beaucoup d'endroits. Et là, le castor, il est pas là parce que, enfin, il est un peu plus haut, mais il est pas là parce qu'il y a des vaches, et les vaches, elles mangent les saules de ripisylve. Donc, une manière de le faire revenir, ça va être de protéger la ripisylve, d'empêcher les herbivores de brouter et de ralentir l'eau. Donc là, c'est à la fois la plantation de saules et à la fois la création de quelques barrages. C'est la première fois où il le faisait avec des enfants.
Tu peux avancer, s'il te plaît. Et vous, si vous voyez la profondeur de l'eau, donc ça arrive à peu près à la cheville. Ça, c'est un des premiers barrages. Tu peux avancer. Et là, bon, il y a des végétaux, donc on se sert des végétaux, d'herbes. Et vous voyez le barrage, on le fait remonter assez loin parce qu'on anticipe que l'eau, elle va monter. Vas-y, tu peux avancer. Alors, en même temps, on répare les berges, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'un cours d'eau qui n'est pas ralenti, il fait une coupe de plus en plus incisive dans le paysage et il fait descendre la nappe phréatique. Et c'est pour ça que c'est assez urgent de réagir, parce que si ça coupe trop, si ça descend trop, après c'est beaucoup plus long à restaurer et c'est pas restaurable en fait. Alors là, en fait, on arrondit les berges pour que l'eau puisse s'infiltrer, pour restaurer les berges en même temps, et on plante du saule. Et ensuite, on recouvre pour pas que les micro-organismes soient exposés au soleil, les grilles, etc. Voilà. Et donc ça, c'est le matin suivant. Donc l'eau, elle a commencé à bien monter. Voilà. Voilà. Donc il y en a plusieurs. Alors, bon, ça c'est en fait, il y a cette idée. En fait, si l'eau elle est stockée, elle peut recharger la rivière plus tard dans la saison. L'eau, elle ne fait pas que s'infiltrer. Elle aussi, elle peut revenir dans un cours d'eau. Ouais. Donc ça, c'est la profondeur de l'eau. Après, les plantations de saule. Voilà, tu peux avancer. Ouais, merci. Donc l'objectif, c'est de reconnecter la plaine alluviale dans les endroits où la coupe est incisive et de recharger la nappe phréatique, créer différentes vitesses et différentes profondeurs, du dépôt de gravier, agrandir la zone de végétation ripisylve. Ah oui, alors ça, c'est un autre endroit. Là, c'est le contexte, c'est moins haute altitude. C'est le contexte d'un éleveur qui tuait ses castors, parce que c'est très largement... on a le droit de les tuer partout. Il est protégé nulle part, alors qu'en France, il est protégé. Aux États-Unis, il n'est pas protégé. Et il est considéré comme nuisible, en fait. Les gens ne voient qu'un gros rat. Sachant que le contexte en Californie, c'est qu'on a un système hydraulique très très lourd. Certes, plus lourd que la Suisse encore, parce qu'on fait une agriculture en plein désert. Donc, il faut que l'eau, elle est contrôlée, elle est canalisée, elle est entubée, les droits d'eau, ils sont héréditaires. Enfin, c'est très compliqué. On a une eau qui est cotée en bourse, c'est très compliqué. Et donc là, cet éleveur, il arrête de tuer les castors et il est accompagné par des biologistes qui lui disent « Bon, protège ta ripisylve. » Tu peux avancer. Alors, là, il y avait un barrage transitoire castor mimétique. Et la taille entre ses mains, c'est la largeur du ruisseau qui passait à cet endroit-là. En à peu près 5 ans, c'est ce qu'ont fait les castors. Alors, ils se sont servis du bois des barrages castor mimétiques, ils l'ont mis ailleurs dans leur propre barrage. Et en fait, je crois que ça fait 5 hectares. En fait, en 5 ans, ils ont fait à peu près 5 hectares de... Tu peux avancer, s'il te plaît? Voilà. Donc ça, c'était le passage d'avant et la zone de maintenant. Tu peux avancer. Alors, là, ils avaient protégé la ripisylve, mais en fait, le castor a bien dépassé la zone qui était protégée. Et donc, vous pouvez voir, tu peux avancer lentement. Alors ça, c'est des arbres qui ont été noyés. Ça, c'est la grande hutte qu'il y a au fond. Et en fait, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a des zones de végétalisation différentes. Dans ce genre de paysage, il y a des graminées envahissantes qui s'installent, qui supportent la sécheresse, la pollution, qui supportent tout. Et en fait, là, elles sont noyées et elles sont remplacées par une végétation mais complètement complexe. Tiens, tu peux avancer, on va voir d'autres plantes. Donc ça, c'était l'année dernière, donc c'est avant que les bourgeons sortent encore. Donc ça, c'est des plantes qui servent à la vannerie. Et en fait, le castor, il est vraiment jardinier aussi. Ce principe, c'est vraiment le principe de la butte presque en permaculture, parce qu'il va mettre
il met de la boue, il met du végétal, il remet de la boue, du végétal, et un vieux barrage de castor, ça pousse en fait, et c'est pour ça qu'il y a des lacs castors, on ne sait même pas que c'est des lacs castors, parce que ça s'est revégétalisé, qu'on ne sait plus qui l'a fait, et que maintenant c'est là, quoi. Donc tu peux avancer. Donc là c'est une autre zone avec de la macette, donc ça c'est une plante qui est complètement comestible aussi pour nous. Et en fait, juste pour vous donner le contexte, aux États-Unis, c'est un peuple premier qui a beaucoup poussé cette chose, le retour des barrages du castor, parce que pour eux, le saumon est hyper important, culturellement, spirituellement, pour plein de raisons. Mais en fait, ça a vite été compris qu'il fallait le faire partout. Et là, il y a 3 barrages humains qui sont en train d'être détruits, qui vont être remplacés par des barrages de castor. Et donc, c'est l'équivalent du ministère de l'Agriculture, en fait, qui finance ça. Donc, tu peux avancer. Tu peux encore avancer. Bon, ça c'est ça c'est par exemple pour vous montrer le castor, il va se faire des petits canaux comme ça où il va aller chercher du saule, il va se faire des canaux jusqu'aux endroits où il a besoin d'aller attraper un arbre. Et en fait, en faisant ça, il irrigue, il crée des canaux d'irrigation. Et pour vous préparer à la controverse, les pêcheurs et disent que, il y a tout ce discours ici, que les retenues d'eau, elles contribuent au réchauffement climatique parce qu'elles s'évaporent quand il fait chaud. Le truc, c'est que les castors, ils creusent profondément pour pouvoir rentrer. C'est des grosses bestioles, c'est 3 fois plus gros qu'un ragondin, en fait. Et pour rentrer dans leur terrier d'une manière discrète, en fait, ils creusent profondément. Et plus, ils creusent dans plein de... Si vous marchez sur un bord de cours d'eau, vous pouvez passer au-dessus d'un trou, vous allez voir de l'eau passer. Et en fait, le castor, il crée un canal. Et donc, l'eau, il la fait circuler dans tous les sens. Il la fait même remonter. Voilà. Et donc il irrigue, quoi. Il irrigue en faisant tous ces méandres. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est des vaches entre des barrages. Alors Emily Fairfax, donc la scientifique qui était là, donc c'est elle qui est citée dans le rapport elle et Chris Jordan qui sont cités dans le rapport du GIEC de 2022. Dans la 3e partie du rapport du GIEC, il y a la partie solution. Et dans la partie solution, c'est préconisé de collaborer avec les castors. Donc, on a traduit un texte de Chris Jordan et Emily Fairfax en français. On le mettra en lien. Donc, c'est un espèce de manifeste qui explique le lien entre castor et climat. Tu peux avancer. Ça, je l'ai mis parce que sur le totem, le castor est sous l'oiseau migrateur, mais dans la réalité aussi. Tu peux avancer. Donc ça, c'est des lacs créés par des castors. Tu peux avancer. Ouais, alors pour le lien... une petite parenthèse, le chapelier fou de Alice au pays de merveilles, c'est quelqu'un qui faisait des chapeaux de castor et donc il se servait de mercure et ça les rendait fous, les chapeliers. Et c'est pour ça qu'il y avait des chapeliers fous qui faisaient des chapeaux de castor. Et en fait, ça c'est une petite recherche d'un spécialiste du mercure et d'un volcanologue qui travaille en bas de la rivière de Hudson. Et en fait, lui... En gros, sa thèse, c'est donc lui il prend des carottes et puis il peut regarder l'historique des sédiments qui sont sortis d'un cours d'eau et de la pollution. Enfin, il peut lire l'histoire à travers ces dépôts comme ça qui sont à la sortie des cours d'eau. Et lui, il fait le lien entre les 2 chasses à la fourrure, parce qu'il y en a eu 2. Il y en a eu la mode des chapeaux et il y a eu une première chasse avant. Et en fait, quand il remarque tout le sédiment, en fait, parce que quand tous ces barrages de castor ont été détruits, il y a plein de sédiments qui sont allés à l'océan, forcément, et la salinité de l'océan a changé, parce que tout d'un coup, il y a toute cette eau douce, et lui, il est capable de le lire. Et donc, lui, il a fait le rapport castor et climat à ce moment-là, enfin, il spécule là-dessus, et maintenant...
Maintenant, Emily Fairfax et Chris Jordan, ils l'affirment. Tu peux avancer. Ça, c'est les drainages. Alors, pour revenir aux landes, dans mon village, la danse traditionnelle, elle se fait sur des échasses, alors que c'est les endroits qui brûlent. Et en Isère, où ils ont fait des drainages aussi, le castor est revenu et la tourbière repousse. Alors que nous, dans les Landes, c'est les tourbières, les feux repartent des tourbières, en fait, parce que les feux, ils peuvent rester un mois dans une tourbière. Voilà. Donc, et sachant que on a quelques hydronymes de castor, donc il était là aussi. Donc les Landes, ça devait être une grande zone de castor, quoi, en fait. Tiens, tu peux avancer. Tu peux encore avancer. Et ça c'est juste pour dire que donc ce lien castor et climat, il a fait le tour des médias en fait l'été dernier. C'est complètement, le castor en couverture du LA Times et du New York Times, c'est quand même pas petit. Tiens, tu peux avancer. Ouais. Modestement. Donc, alors, pour ralentir les inondations, castor, pour améliorer la qualité de l'eau, parce qu'alors, et ça fait aussi ça. Ils ont été réintroduits au début du XXe siècle dans le nord de New York pour filtrer l'eau en fait. Toute l'eau de New York elle est filtrée par tous ces barrages de castor, parce que ça fait comme les stations de phytoépuration en fait, parce que voilà il y a des et voilà donc les zones humides ça stocke le carbone, ça bloque les feux. Ça reconnecte les plaines alluviales, ça ralentit l'eau, ça amplifie la vie, ça remet en place les cycles végétaux vertueux, ça crée de l'habitat pour les poissons, les amphibiens, les oiseaux, les insectes et les chauves-souris qui mangent les insectes. Ça fait plus d'eau pour l'agriculture face à l'assèchement, ça nourrit les herbivores et leurs prédateurs, et donc ça a différentes strates d'eau, de température d'eau. En tant qu'artiste, c'est vrai que je me suis emparée de cette question parce qu'il me semble qu'on a besoin d'aider ces personnes, ces techniciens de rivière, tu vois, ces naturalistes, toutes ces personnes qui savent les problèmes, qui savent les solutions, ils ont besoin d'un coup de main en fait. Et je pense que les artistes peuvent raconter des histoires. Et en fait, j'aimerais vous charger de raconter cette histoire d'autres. Mais merci Antoine, et c'est vrai que donc un cours d'eau naturel, c'est une succession de barrages de castor et d'embâcles et d'obstructions qui sont en fait toujours mouvants. Et c'est super beau cette idée que y a rien de fixe quoi. Si un barrage de castor il est là à un moment et il va être là à un autre, et ça voilà, une grande tempête ça fait tout bouger. Et je répète la question, c'est est-ce que c'est la navigation qui a accéléré les lignes droites de nos cours d'eau? Et oui, complètement. Et très certainement l'agriculture plus récemment. Je répète la question de est-ce que le castor européen construit des barrages comme le castor canadensis? Et la réponse c'est oui, peut-être plus même. Le castor européen en construit autant, sinon plus. Il y a eu cette idée, c'est Buffon, le naturaliste, je ne sais pas s'il était naturaliste ou je ne sais pas ce qu'il faisait, mais il a écrit ça et ça a été répété et répété et répété. Alors d'une part ça a été répété et donc il y a cette idée que le castor européen ne construit pas de barrage. D'autre part, et on le laisse pas. Et souvent il va vivre au bord de grands cours d'eau et il va faire des huttes de berge. Et on lui laisse pas la place dans les petits rues de faire ses vrais ouvrages. Mais dans la forêt primaire de Pologne et dans les endroits où il a survécu, il fait des barrages sans problème. Et dans les endroits où on le laisse, Pourquoi, en tant qu'artiste, je m'empare de cette question, en fait. Et je pense, tu vois, qu'un historien, les historiens, typiquement, il y a Bibracte, il y a un musée, quoi.
Et il n'y a pas une section, la déesse Bibracte, quoi. C'est surtout nos ancêtres, les Gaulois, tout ça, quoi. Et, non, mais c'est super, c'est super, mais finalement c'est patriarcal parce qu'on a mis de côté la féminité, la spiritualité, alors que quand on fait le lien avec ces totems, enfin c'est presque évident, quoi. Et enfin, ou alors ça l'est pas, mais justement en tant qu'artiste, je peux le dire, et en tant qu'historien, ils peuvent pas dire. Peut-être j'ai vraiment un pied à l'extérieur du monde de l'art, où pour moi c'est plus excitant d'être ici que de réfléchir à une expo dans un cube, quoi, en fait. Et tu vois, en arrivant de l'agroécologie, tout le centre, le nerf de la guerre, c'est d'amplifier la complexité de ton écosystème. Tu vois, tu veux ramener le plus d'insectes parce que tu veux l'insecte qui va prédater ton insecte qui te casse les pieds, etc. Tu veux complexifier ton écosystème pour qu'il se régule tout seul. Et puis tout d'un coup, tu tombes sur le castor qui, tu vois, tu réfléchis à comment est-ce que tu vas retenir de l'eau sur ton terrain, et puis tout d'un coup, tu te rends compte qu'on a une espèce endémique qui faisait ça, mais qui fait tout, quoi. Après, donc les petits, ils grandissent pendant 2 ans avant de partir. D'accord. Et en fait, ils aident, la première génération aide les petits de la génération d'après. Donc les ados aident à élever les petits. Et ils ont... ça c'est un truc important si vous en parlez, parce que ils vont avoir que 2 ou 3, maximum 4 petits en 1 an. Et du coup, c'est pas du tout comme un rat, quoi. Donc, enfin, c'est pas, il va pas y avoir 1000 castors dans votre cours d'eau si vous laissez le castor venir. Il y aura une famille, une grande famille. Et apparemment, ça a été observé que des petits vont revenir quand les parents sont vieux pour les aider à entretenir les barrages, ou on ne sait pas quoi, en fait. Mais comme c'est les territoires qu'ils connaissent, ils peuvent revenir et aider. Après, souvent, ils ont plusieurs huttes, été, hiver. Enfin, non, je rigole. Ça a été observé que, par exemple, une maman castor, elle en a marre des autres, elle s'isole pour faire ses petits, ou pour. Enfin, voilà, ils ont des pièces où ils peuvent décider de s'isoler. Ça a été observé une castor qui était de très mauvaise humeur, très souvent, qui a emmurer son compagnon derrière un truc, enfin, voilà, donc il est pas du tout mort, hein, mais bon, quand ils en ont marre, ils se font des murs. Bon, enfin, en fait, on connaît leurs ouvrages, mais on les connaît pas trop à eux, parce que la plupart des naturalistes peuvent pas les différencier, en fait. Mais bon, je pense que ça va changer dans les années qui arrivent. La question, c'est est-ce que si on laisse faire, combien de temps pour que les zones industrielles redeviennent des zones humides? Enfin, pour que les choses redeviennent comme avant. Donc, à Yellowstone, tu sais l'histoire du succès de Yellowstone avec le loup, en histoire satellite, il y a un forestier qui réintroduit le castor dans un bassin versant juste à côté pendant 30 ans. Donc le castor revient et il a restauré plein de cours d'eau comme ça. Il y a des cours d'eau où le castor ne peut pas s'installer alors qu'il y était avant, parce qu'ils sont trop incisés, ils sont trop endommagés, donc c'est trop tard. Donc il y a des endroits qui peuvent être restaurés, il y en a pour lesquels c'est trop tard. Et l'extension du castor en France est permise par sa reproduction. Il leur faut trouver de nouveaux espaces pour fonder une nouvelle famille. Donc l'enjeu, il est aussi sur à leur laisser l'espace pour pouvoir fonder leur famille. Ouais. C'est l'enjeu central, en fait. Leur laisser... Et en fait, le truc le plus compliqué, peut-être, c'est... tu vois, en Isère, il y a des exemples où, comme tout a été canalisé, le castor, il refait un barrage. Comme toute l'eau vient à cet endroit, lui, il se met ici et il inonde 20 hectares avec un barrage comme ça, quoi. Parce que tout a été canalisé. Et alors là-bas, ils se sont organisés pour soutenir un agriculteur qui perdait un champ. Parce que c'est ça, l'enjeu, c'est qu'un agriculteur, il a la PAC, tu vois, c'est son revenu. Donc il faudrait que l'État ait un système pour défrayer, enfin pour valoriser la zone humide plus que le champ de maïs, en fait. Tu vois, ça va être ça l'enjeu.
Mais pour moi aussi, une des raisons importantes de parler du castor, c'est que on a un État qui est presque prêt à tuer pour des méga-bassines. Enfin, ils ont sorti une artillerie super lourde pour soutenir des méga-bassines. Parce qu'il y a aussi, je pense, ils ne savent pas qu'on a une alternative qui coûte tellement moins cher. Parce que, alors, juste pour vous donner des chiffres, ma région, mon département qui brûle, ils ont acheté des Canadair. Un Canadair, je crois que c'est 98 millions, un truc comme ça coûte une fortune. Enfin, c'est très très cher. Et on a réouvert l'usine de Canadair et on a fait des méga-bassines. Le plan Castor en Californie pour 3 ans. Californie, elle a été la dernière, après Oregon, après Washington, après d'autres États, elle a été la dernière à se mettre en marche parce qu'on a une agriculture sur l'eau, quoi, enfin qui dépend de l'eau. Là, c'est passé, et je crois que c'est 3,5 millions pour 3 ans. Tu laisses la terre œuvrer, quoi. Et ça reste moins cher de dédommager des agriculteurs que d'acheter les Canadair.